2, 1. Voilà, comme promis, nous allons commencer. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent, bienvenue et rebonjour à celles et ceux qui étaient parmi nous déjà ce matin pour le Forum régional de l'eau. Comme vous le savez, nous allons parler encore une fois d'innovation, comme ce matin à travers différents sujets, et nous pencher et faire un focus sur Aix-Marseille-Provence en tant que métropole innovante pour l'assainissement en particulier. Donc une conférence organisée avec la métropole, comme vous le savez. Quelques mots d'introduction avant de vous présenter nos intervenants, nos premiers intervenants. À savoir que face aux conséquences du changement climatique, dont on parle beaucoup évidemment depuis ce matin, et pour s'y adapter au plus vite, la métropole développe des projets relativement exemplaires et favorise des techniques alternatives innovantes pour une gestion optimale de l'eau. Parmi les sujets concernés, le piégeage des macrodéchets, des avaloirs connectés, la surveillance de perturbateurs endocriniens, le piégeage des odeurs, des économies d'eau ou encore de surveillance des ouvrages sous-marins sont autant de domaines où la métropole innove et se distingue. Et s'il fallait vous le démontrer plus avant, nous allons l'illustrer sans plus tarder avec une première intervention qui nous est proposée par Lionel Ercolei, qui est directeur de l'innovation à la Société des eaux de Marseille, et Serge Martin, donc ce sera une intervention à deux voix, chef du département distribution de la Société des eaux de Marseille, qui vont nous parler successivement d'innovation au service de la surveillance des ouvrages, à travers notamment l'emploi de drones sous-marins, et qui enchaîneront sans transition avec les nouvelles technologies au service des économies d'eau. Messieurs, je vous laisse nous faire cette première présentation. Comme vous le savez, à l'heure de la sieste, donc vous avez un exercice et une pression particulière pour maintenir notre attention. Comme je l'ai indiqué ce matin pour ceux qui étaient déjà avec nous, nous séquencerons les différents temps de présentation avec quelques temps d'échange, donc qui vous permettront de poser des questions à nos intervenants quand je vous le proposerai et quand vous le souhaiterez au moment de prendre la parole. Voilà. Parfait. On va peut-être, en attendant que le premier slide arrive, je vais me lever parce que, en effet, c'est l'heure de la sieste, y compris pour moi. Donc, et je vais essayer de ne pas parler d'une voix trop monotone. Donc, je suis Lionel Ercolei, je suis le directeur de l'innovation de la Société des eaux de Marseille. C'est pas Serge Martin, c'est Michael Kaloustian, parce que notre ami Serge a eu un petit problème de santé. Michael, qui est son collaborateur direct. Donc, je voulais vraiment remercier et les organisateurs et surtout nos clients de la métropole. C'est une des premières fois qu'on est sur scène tous ensemble pour parler des mêmes sujets. C'est vraiment structuré comme ça aujourd'hui. Pour moi, c'est très important. Donc, merci vraiment à la métropole pour donner cette impulsion. On va vous présenter de façon très sommaire, très rapide, un certain nombre d'innovations que l'on développe pour le compte de nos clients et la métropole aujourd'hui. On est très fiers de ça. Ça va être très opérationnel, très sympathique, j'espère. Et voilà. Donc, maintenant, je vais vous faire un petit mime. Voilà, à votre tour de meubler, hein, monsieur. Oh, mais ça, j'ai l'habitude. Je vais vous raconter la blague du débrayage et de la mornifle. Au moins, ça sera fait. Et je peux le faire même sans image. C'est pas très grave. Donc, ce matin, ça arrive peut-être. Voilà, c'est parti. Donc, aujourd'hui, là, on va vous montrer que des choses qui sont liées aux innovations sur le segment eau potable. Ah, je vois pas, moi. Ah, je vois là. D'accord. C'est pas là. OK. Donc, on a fait ce premier slide qui est un slide de synthèse. Donc là, on s'inscrit vraiment dans la thématique préservation de la ressource. Le slide que vous voyez, c'est une représentation très schématique de la façon dont on opère l'eau potable sur une partie de la région. La Durance en haut, le canal de Marseille, qui est ce magnifique ouvrage ancien qui va de la Durance jusqu'à la Ciotat. On a symbolisé quelques ouvrages types, Roquefavour et autres. Et puis, j'ai trouvé intéressant de juste sur ce slide-là, noter l'ensemble des points sur lesquels on est en train de travailler en termes d'innovation. On va parler aujourd'hui que
que des points qui sont surlignés en bleu. Donc une opération qu'on a réalisée sur l'adduction de façon assez intéressante. Et puis un petit zoom sur la façon dont aujourd'hui on utilise l'innovation pour optimiser le fonctionnement des réseaux d'eau potable, tout ce qui est notion de rendement, sectorisation permanente, etc. C'est Mika qui va vous présenter tout ça. Mais ça vaut quand même le coup de regarder un petit peu, avant d'entrer dans le détail, tous ces sujets-là. Donc on a des sujets de régulation automatique. On gère donc pour le compte de la collectivité une grande adduction. Donc là encore, dans l'effort d'optimisation, de la bonne gestion, du bon mètre cube d'eau, on a mis en place des outils de régulation. L'inspection par drone, on va voir ça tout à l'heure. On a récemment travaillé sur la recherche d'eau de fuite acoustique sur des écoulements à surface libre, ce qui est assez innovant en fait, en eau, hein, ce qui nous évite de vider les ouvrages et de pouvoir géolocaliser assez précisément, ça a été une bonne surprise, les points de fuite sur un canal à ciel ouvert, ce qui est plutôt intéressant pour nous en termes d'optimisation. Je passe sur tout ce qui est production, optimisation énergétique. Il y a beaucoup d'innovations qui sont en train d'arriver sur beaucoup d'automatismes qui nous permettent d'optimiser de façon assez conséquente. Là, on est sur des tests sur les stations d'épuration assez importantes avec des gains d'aération de 16% effectifs. Donc il y a des vrais sujets. Des sujets de sécu sur les armoires électriques, je passe. On va zoomer la distribution. Un petit spot juste pour dire que la métropole Aix-Marseille a quand même été une des premières collectivités d'ampleur à avoir investi au bon moment sur la télérelève des compteurs d'eau. Donc aujourd'hui, on exploite depuis maintenant plusieurs années, depuis 2014, 200 000 compteurs en ligne avec toutes les notions de data et autres. Merci. C'est de l'opérationnel, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant pour nos métiers. Un clin d'œil à nos amis de Green Citizen qui feront la démo avec Dominique sur l'IoT dédié à l'arrosage. Vrai gros sujet, oui, ne vous inquiétez pas. Et puis un bref rappel, sur les îlots de chaleur, on a avec la métropole lancé un trophée innovation sur la thématique des îlots de chaleur qui est un vrai sujet et qui est en cours. Allez, maintenant j'ai fini l'entête, on va dire. Je ne sais pas si vous aurez les présentations à disposition, mais le premier slide, il permet quand même de se poser de façon un peu plus globale. Très rapidement maintenant, l'innovation sur l'adduction. Notre problème, il était simple. En exploitation, on gère ce fameux canal de Marseille qui fait à peu près 100 km de la Durance à la mer, qui traverse bien évidemment, qui est un ouvrage maçonné, très ancien, qui a une pente naturelle, on va dire. C'est un ouvrage gravitaire, donc il y a une pente d'environ 1 à 2 mm par mètre, et qui du coup franchit forcément des massifs. On a 4 souterrains conséquents de 4 km de long qu'on se doit bien évidemment d'inspecter. Et cet ouvrage, il est en eau. Il est en eau 99,9% du temps. Et donc, c'était très contraignant pour nous déjà de le vider, de rentrer et de faire rentrer des opérateurs à pied sur 4 km dans un contexte de sécurité pas facile. Et donc, on s'est mis à chercher des solutions qui pourraient nous permettre de faire des inspections visuelles de ces longs ouvrages plus facilement. Donc pour ça, on a travaillé avec un partenaire marseillais qui s'appelle Subsitech, qui est une PME à l'Estac, des gens spécialisés dans tout ce qui est automatisation, drone et autres. Et on a bâti ensemble une solution qui mêle, vous allez voir, une planche de surf de Decathlon avec de l'ultra-technologie, d'imagerie, de gestion de l'énergie et de radar et de sonar pour arriver, il est là, notre Navigo. Donc il est sympathique, mais il est relativement efficace. Donc il y a plusieurs dizaines, peut-être une centaine de milliers d'euros embarqués sur une planche de surf à 35 €. Le vrai challenge, c'est de le faire s'écouler sur 4 km sans embûche et pouvoir stocker, je vais très très vite, on sera à votre disposition pour les questions, pour récupérer de l'imagerie exploitable. Donc là, vous voyez, c'est un puits d'accès. De l'imagerie continue exploitable qui nous permettent de déceler les gros désordres, voire, dans certains cas, les fissures. Et en dessous, sur la partie immergée, là, le visuel ne passe pas, l'eau est trop turbide. Donc, on fait des prises de vue radar et lidar qui nous permettent, une sorte d'échographie pour faire simple, hein, qui nous permettent de déceler des désordres, notamment des blocs qui auraient pu tomber de la voûte sur le sol.
Ça, on l'a expérimenté récemment. On s'est fait quelques frayeurs, hein, le temps de la mise au point, c'est ça l'innovation. Et puis on a fait tous les réglages avec la société. Et aujourd'hui, avec la métropole, on déploie cette solution sur l'ensemble des souterrains et on a mis ça dans nos process d'exploitation. Donc ça paraît, comme d'habitude, hein, ça paraît basique, bête, mais relativement efficace. Nous, on envoie moins nos gens. Quand on les envoie, c'est de façon encore plus sécurisée avec d'autres innovations liées aux télécoms dans les tunnels. Et puis ça nous permet d'avoir des résultats. Je fais le lien avec Michael qui va maintenant vous parler de tout ce qui concerne, mais assez sommairement quand même, la logique d'économie d'eau. Donc on est encore dans le triptyque préservation de la ressource et bonne gestion de l'eau, gestion patrimoniale et efficace des réseaux d'eau. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, vous êtes pour la plupart tous des professionnels, vous connaissez les sujets. Là, on vous fait 3 zooms sur des technos, avec des partenaires qui sont ici, d'ailleurs, dans la salle. Je pense au groupe Claire. Mika vous parlera d'un outil qu'on a utilisé qui est très malin. Voilà, ce sont des zooms qui vont vous éclairer sur la façon dont on met en place tout ça. Très bien. Alors, je sais pas si le micro fonctionne. Voilà. Parfait. Donc là, le territoire dont on parle, c'est effectivement le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Il faut situer la distribution. 3500 km de réseau. On a sur ce territoire 270 000 compteurs intelligents sur l'ensemble du territoire. Ça représente 90 millions de mètres cubes d'eau en distribution. Et sur ce territoire également, on a évidemment un certain nombre de fuites, donc à peu près 800 par an. Il faut savoir quand même le rendement sur le territoire est de 87%. Alors, comment on va travailler sur le rendement pour toujours le maintenir, l'améliorer et avoir effectivement des innovations qui nous aident? C'est effectivement déjà la partie télérelève des compteurs où là, effectivement, Lionel l'a dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir une collectivité qui nous a effectivement challengé et qui nous accompagne sur cette démarche. Et ça permet quoi? Ça fait effectivement des outils qui permettent d'avoir de manière précise, rapide, les volumes qui transitent. Bien sûr, ça apporte un service aux clients, aux abonnés, aux administrés, aux collectivités. Ça va permettre de surveiller les volumes qui passent après compteur, de pouvoir être alerté, même de pouvoir paramétrer, par exemple, les niveaux d'alerte pour pouvoir suivre les infrastructures de la collectivité. Au-delà de ça, ça apporte aussi une vision territoriale où on va pouvoir, sur l'ensemble des secteurs, hein, dans cette démarche de rendement, on a des secteurs sur lesquels on va pouvoir superviser, surveiller les volumes qui transitent. Donc une grande innovation au niveau national, ça c'est à souligner, parce que c'est vraiment très intéressant d'avoir à disposition ce type d'équipement et d'outils. Au-delà de ça, en complément, 1000 capteurs qui surveillent en permanence le territoire. Ils sont répartis et ils sont là pour veiller sous chaussée au niveau des réseaux. Ils surveillent, ils alertent. Donc là, on est sur des équipements de Gutermann avec qui on travaille effectivement, sous chaussée, et ils vont vraiment être en écoute et nous alerter. Peut-être tu peux passer les slides. Donc là, on voit effectivement les équipements tout à l'heure qui étaient sous chaussée, implantés directement au cœur de la distribution. Qu'est-ce qui se passe effectivement en permanence? Une écoute. Dès qu'on a une alerte, on le voit ici sur le slide, on va le voir de manière plus précise sur le suivant, l'équipement va remonter des informations, va proposer une corrélation, va déjà nous dire attention, là, une anomalie, un signal, attention. Il nous propose aussi, ce qui est très très intéressant de manière ciblée, précise, un lieu, une corrélation, il dit voilà, entre ces deux équipements, attention, il faut aller surveiller, il y a peut-être une fuite suspectée. Donc là, vous avez des informations, on pourrait rentrer dans le détail, mais ce n'est pas l'objet ici. Et après, par la suite, on a aussi des outils là, sur le cloud de Gutermann et qu'on a à disposition, bien sûr. Peut-être tu peux passer le slide, Lionel, pour le voir, où là, on voit déjà en surveillance, avec l'ensemble de ces outils, une prélocalisation directe sur ces outils de digitalisation. Suite à ça, on envoie une équipe qui va intervenir
de manière précise avec l'ensemble des outils que vous connaissez sur la partie recherche de fuite. Ouais, juste peut-être, parce que du coup, on a zoomé très vite là-dessus. Là, le principe, il est relativement... Je reviens 2 secondes en arrière pour repréciser un élément de contexte. Là, le challenge, c'est quoi? C'est économie d'eau, performance d'exploitation. Au plus tôt, on va détecter... Alors, on sait tous que 100% de rendement sur un réseau, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas. Ici, on peut se permettre de se le dire, on est entre professionnels. Structurellement, ça n'existe pas. Donc on va toujours... Alors on a des engagements contractuels qu'on tient. Au-delà de ces engagements contractuels, on met de la veille permanente sur tout un tas de technologies et de méthodes et de bonnes pratiques. Le challenge, c'est comment on va aller gratter 1, 2, 3% sur de la détection rapide de fuite, sur de la précision de géolocalisation, sur de l'amélioration du comptage, sur de l'estimation de street pooling, parce que ce n'est pas de l'eau gaspillée, c'est de l'eau qui est mal utilisée, mais ce n'est pas de l'eau gaspillée. Sur le comptage des boîtes de lavage à Marseille, là encore, méga innovation de la métropole sur ces sujets-là. Donc l'objectif, c'est comment j'utilise au mieux l'eau que je vais faire rentrer dans les ouvrages. Et ce que nous précise là Michael sur ces outils-là, c'est qu'en fait, comme on l'a vu, et comme tout le monde fait maintenant globalement, on va commencer par mesurer ce qui sort des usines pour rentrer dans les réseaux, on va sectoriser hydrauliquement les réseaux, on va mesurer avec de la technologie ce qui se passe aux interfaces des différents étages ou des différents secteurs, et on va faire un entonnoir de détection. Alors, si on est plus ou moins performant, on a des mailles plus ou moins fines. Ça a un impact économique à chaque fois, hein, c'est sûr. Mais le but du jeu, c'est de détecter le plus rapidement possible à quel endroit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le mix d'une bonne métrologie sortie d'usine, d'une bonne sectorisation, d'une bonne démimétrie intersecteur, d'un couplage avec la télérelève. La télérelève, c'est super pour le client, c'est sûr. C'est aussi extraordinaire pour le gestionnaire de réseau. On a mis en place des indicateurs de ne pas appeler ça du rendement de temps réel, c'est pompeux, c'est faux, c'est pas l'objet. Des outils informatisés qui nous permettent de détecter, grâce à la télérelève, hebdomadairement, quels sont les sous-secteurs qui sont les plus fuyards, et qui ont des tendances à la hausse. Et ça, c'est important. Parce que grâce à ça, on va mettre en œuvre les batteries de capteurs. Là, il y en a 1000, mais il y en a même un peu plus. Et surtout des outils de détection informatisés qui vont nous permettre de dire, OK, maintenant on va les chasser dans tel quartier. On va mettre en place ces outils-là. Ceux-là, ils sont suffisamment précis pour nous dire quasi au centimètre près. Je la fais un peu à la marseillaise, mais ça va être à la dizaine de centimètres près, là où il va falloir envoyer le tracto. Parce que le tracto, lui, il coûte. Il peut taper à côté, ça surcoûte. Il fait de la nuisance parce que c'est jamais agréable d'avoir un tracto devant le jardin. Et donc, en fait, on touche à la fois à la technique, à la performance hydraulique, à la performance financière et au confort de l'usager. C'est tout ça, derrière ces outils que montre Michael, en fait, c'est tout ça. La vision, c'est exactement ça. D'accord ? Et grâce à ces outils, Michael et ses équipes peuvent détecter rapidement et être le plus précis possible. Voilà. Lionel, exactement, tu l'as dit, c'est aussi vraiment intervenir le plus vite possible. C'est-à-dire que là, la fuite, elle ne sort pas. On ne la voit pas, donc c'est aussi gagner du temps. Il y a toujours au plus près, au plus près, au plus près. Et réagir tout de suite pour aller régler l'éventuelle fuite et évidemment réparer tout ça. Donc les équipes interviennent sur terrain et ont des outils. Donc là, on fait un focus sur un outil qui nous aide beaucoup, qui est une innovation de FAST du groupe Clair, c'est le PipeMic. Donc quel est cet outil? C'est effectivement, on a très souvent des techniques d'écoute. Alors c'est facile d'écouter sur des canalisations qui font du bruit, qui sont fontes, ainsi de suite. Les branchements, par exemple, sont en polyéthylène avec des difficultés parfois d'écoute acoustique sur les polyéthylènes, notamment, et parfois sur sur des forts linéaires. Cet outil va nous permettre de pouvoir accéder au branchement. On accède et puis on va pouvoir aller vraiment dérouler et savoir, avec les équipements d'écoute aussi, très spécifiquement localiser la fuite. Ça ne semble rien, comme tu l'as dit tout à l'heure Lionel, tous ces outils, ça ne semble rien, mais ça aide au quotidien.
La photo que vous avez là, par exemple, les agents qui interviennent sur la droite, c'était une situation, on a utilisé le PipeMac sur une traversée d'autoroute, donc là évidemment les impacts que tu as évoqués tout à l'heure, pour arriver à détecter la fuite. On était effectivement sur la nécessité de localiser précisément la fuite. Donc on a pu, donc vous imaginez les impacts, ça c'est radical. On a effectivement, par cette méthode, on a réussi à détecter précisément où se situait la fuite. Donc une technicité des équipes. Et on a pu quoi? Effectivement, aller intervenir au plus près sur la fuite, terrasser, réparer. Heureusement, on était très près de l'autoroute. On a eu du pot. On a eu du pot. La fuite, elle était sur la voie de droite, heureusement qu'elle n'était pas sur la voie de gauche. Mais ça, c'est à l'entrée de Marseille, typiquement. Là encore, l'innovation, c'est quoi? Le principe, c'est quoi? Il y a un micro, enfin, les gens du groupe Clair vous l'expliqueront dans la fosse, mais il y a un micro, un ombilical, qui permet d'écouter de façon très acoustique le passage de l'eau. Il y a un système astucieux d'introduction dans la canalisation en pression, parce qu'il faut qu'elle soit en pression, sinon on n'entend rien. Et on va venir pousser avec quelque chose qui mesure une distance. Alors il y a plusieurs gammes, plusieurs modèles, etc. Et on va écouter simplement le bruit. Il y a un haut-parleur à l'extérieur, c'est très opérationnel. Et puis quand on est sur le point de la fuite, croyez-moi, on l'entend, parce qu'il y a des systèmes d'amplification qui sont énormes. Et donc on sait précisément dire, voilà, c'est à tant de mètres du point d'injection. Donc ça, là encore, c'est pas, on ne va pas sur la Lune hein, avec des systèmes comme ça. Enfin, je rends hommage à mes copains du groupe Clair, mais c'est pas non plus... Mais il fallait y penser, il fallait le faire, et nous, ça nous rend des services pour être très réactifs. D'accord ? Sur cette partie, effectivement, là, après, ça nous permet... Alors, effectivement, là, on a beaucoup d'outils. On a des outils, on a la chance d'avoir des outils et des innovations. C'est vraiment l'objet aussi de ce salon. Et je pense que par la suite, tu vas présenter une innovation qui est quand même superbe aussi. Ça vous montre toute la possibilité de tout ça. Ouais, on enchaîne. Et là encore, c'est très intéressant. C'est très intéressant dans l'approche et dans les techniques ou les technologies employées. Et c'est en plus une innovation qui est particulièrement plaisir à notre ami Olivier Vignol de SCE qui est là-bas, puisque c'est un grand passionné de chiens. Il se trouve que dans cette quête continue de l'amélioration qu'on essaie, nous, d'entretenir au sein de notre société et avec nos clients qui nous poussent, on cherche en permanence comment les gratter, les pouillèmes, les pourcents, les outils en plus, etc. Bon, je parle... C'est même plus une anecdote parce que ça devient un début de success story, cette histoire de chien. En fait, très vite, on s'est dit, on a rencontré, on s'est mis à faire de la veille, et on s'est dit, tiens, il y a des chiens qui reniflent tout, et pourquoi pas essayer de renifler les traces de clan. Il se trouve que je vais très très vite, on n'a plus trop le temps, et je vais tenir le délai. Il se trouve que notre côté très local, exploitation locale, a fait que le patron des brigades cynophiles de l'armée de terre habitait en fait à Marseille, à 500 mètres de chez nous. Par LinkedIn, qui est quand même un outil fantastique, on s'est rencontrés. Et c'est la rencontre en fait avec des super chercheurs de fuite de chez nous qui sont ultra passionnés et un super passionné du dressage de chiens à des fins militaires que l'innovation a pris naissance en quelque sorte. L'idée, il a trouvé tous les deux bonne. Nous, au début, on s'est marré en se disant bon, vous êtes gentils, mais si vous voulez des chiens, vous allez au Chenil et passer un bon week-end. Et puis on s'est mis à gratter le sujet. Et puis on s'est mis à faire des tests. Et puis on a été voir les gens de l'armée. On a compris comment ils faisaient, pourquoi ils le faisaient. Et puis on a testé. Et puis ça a fonctionné. Et aujourd'hui, cette histoire de recherche de fuite canine ou avec des chiens, au-delà d'un super fit entre des équipes passionnées, ça devient quelque chose qui a vraiment du sens. Du sens pourquoi ? Parce que, alors ça dépend, on ne va pas forcément utiliser les chiens pour aller chercher des fuites sur le Vieux-Port. Hein. Il y a des cas particuliers. Il y a des endroits où les chiens sont particulièrement adaptés, en zone rurale par exemple, là où on a de la carto un petit peu incertaine, là où on a des grandes linéaires, là où on a des canalisations plastiques sur lesquelles on va avoir du mal à écouter. Nous, pourquoi on fait ça ? Nous, on fait ça pour aller gratter les quelques pourcents qui restent, pour faire avancer l'histoire et pour se dire, tiens, finalement, là je parle que du volet technique, hein, mais il y a aussi un volet reconversion, il y a d'autres axes de travail. Cette situation de la recherche de fuite canine, pour nous, c'est un parfait exemple aussi de l'état d'esprit dans lequel on se met, nous, pour sortir du rail, sortir du cadre et essayer de trouver des solutions qui finalement ne sont pas si évidentes à trouver.
moi, je voulais finir avec ça parce qu'en plus, c'est sympa. En général, ça fait bien plaisir de parler des chiens. Mais derrière les chiens, il y a de la techno. Il y a surtout une ambition d'aller performer. Voilà. Merci à vous. Merci à vous Vous deux ne pour vous votre êtes pas endormis. présentation. Et non, mais on veut savoir comment ça marche avec les chiens. Alors, ça consiste en quoi concrètement? Concrètement, là, on en est à un stade. Donc, on est sur une expérimentation qui est en train de se terminer. Ça fait 1 an qu'on est sur le sujet. Au départ, il a fallu adapter le chien à la détection de traces de chlore dans l'air ou dans l'eau. Donc ça a été le travail des maîtres chiens. Et les gens de l'armée, croyez-moi, sont particulièrement performants sur ces techniques de dressage. C'est un vrai métier. La deuxième étape, ça a été d'adapter le chien aux conditions réelles de fonctionnement et en même temps d'adapter l'opérateur à la bonne utilité du chien et dans quel cas. La convergence aujourd'hui, on l'a fait sur... Là, vous voyez, par exemple, c'est à la Batarelle, c'est sur un regard fuyard, en plein milieu du massif du Vallon d'Aule, de la Batarelle, à Marseille. Hein, c'est pas non plus... c'est pas au Népal, tout ça. Et le chien, quand on fait passer le chien sur le tracé, qui reste, même s'il est cartographié, qui reste un tracé campagnard, on va dire, le chien, là, il vous fait gagner du temps parce que très rapidement, lui, il va pas poser d'écouteurs, il va pas sectoriser le réseau. Par contre, on va le lâcher d'une certaine façon, on va lui donner de l'appétit et en circulant, lui, il va de suite trouver des traces et à notre grande surprise, on tombe sous des seuils qu'on n'avait pas espérés. C'est-à-dire qu'on sort, on a détecté des traces. Alors, tout ceci est très, pour l'instant, expérimental. Hein, mais on est sur du 0,01 ppm de traces de chlore dans l'eau. Donc c'est... Mais avec une fuite avérée derrière, c'est pas un résidu quelconque. Non. Alors, d'accord. On fait des tests fake aussi, hein, bien évidemment. Mais là, on se met sur la 3e phase, qui est le test en conditions réelles, sans passage préalable d'un chercheur de fuite. Donc là, maintenant, c'est du live. Et bon, c'est pas mal, quoi. C'est quasiment un scoop, là. Vous tenez une belle affaire, hein, quelque part. Nous, là, on va pas devenir éleveur de chiens, hein, mais en tout cas, on pense avoir trouvé une solution qui va nous permettre de résoudre certains problèmes. À notre échelle, nous, on est une filiale de Veolia et on travaille sur le périmètre métropolitain. C'est déjà pas mal pour nous. Ce sujet-là, comme en effet, il a de l'intérêt plus grandement, il va partir de Marseille. Il est déjà en train de faire le tour de France. Et je pense que dans les années qui viennent, je l'espère, en tout cas, il y aura des chercheurs de fuite augmentés avec des chiens ou des maîtres chiens augmentés avec de la recherche de fuite. Mais vous confirmez que ça intéresse déjà beaucoup de monde, quoi. Ça intéresse en tout cas les gens de notre groupe. Ça, c'est sûr. Merci pour cette démo très bien illustrée, imagée en même temps. Je me tourne vers vous pour vous proposer de poser 1 ou 2 questions. Hein. Je ne veux pas monopoliser la parole si vous avez des questions techniques par rapport aux innovations qui vous ont été présentées. On a bien compris que vous avez fait un choix dans un menu d'innovation qui est plus large, hein, qui est plus exhaustif. Oui, complètement. C'est pour ça que je trouvais intéressant quand même de repartir de la généralité. Oui, de votre menu à la carte au début. Voilà, c'est ça. Voilà, là, on vous a montré 3 cas. On travaille sur tous les autres et on a une espèce de processus complètement informel qui fait qu'on alimente en permanence des sujets là aujourd'hui c'est eau potable. On a aussi comme Dominique des autres sujets sur le volet assainissement ou sur d'autres choses. Les îlots de chaleur, ça va être un vrai sujet. Nous on est très très motivés par ça en ce moment. Donc voilà, ce ne sont pas les sujets qui manquent. Juste, du coup, il n'y a pas de questions. J'en avais encore juste 1 ou 2, si vous permettez, juste avant de terminer cette séquence. Je pensais technologie de capteurs. Les capteurs, les compteurs connectés, c'est pas nouveau en soi, mais j'imagine que ça évolue techniquement. Vous avez constaté des progrès en la matière? Alors, il se trouve que... là encore, le presque hasard a fait qu'on s'est mis sur les compteurs connectés très très tôt. On était en 2005 sur les sujets avec les précurseurs. Donc, vous avez eu le temps de voir l'évolution, justement. Ça fait longtemps qu'on est sur ces sujets-là. Il y a eu un gros boom dans les années 2010 avec l'essor des nouvelles technologies, notamment des technologies, pas LoRa, c'était avant le LoRa, mais des technologies de gestion de piles, d'algorithmes métiers, radio, etc., qui ont fait qu'on a fait un grand pas pour le sujet. Là encore, on a essuyé pas mal de plâtre.
Je pense que c'est l'époque de la métropole Aix-Marseille 2013-2014 qui a, en tout cas pour nous, mais même à l'échelon national, qui a donné le ton à une industrialisation réelle de ces sujets-là. Et puis ensuite, et c'est là où sur ces sujets, on constate des rampes d'essor complet de l'IoT. Enfin, c'est pas que du PowerPoint, c'est de la réalité. Derrière, il y a eu le Sigfox, derrière, il y a eu le LoRa. Là, on est dans la période LoRa. Il y a le NB-IoT qui arrive à fond. Tout ça est à un haut niveau de maturité industrielle. C'est plus des sujets de professeurs Nimbus dans des ateliers de radio, de je sais pas quoi. Là, on est à 200 000 sur le CT1, on est à 200 000 compteurs. C'est fiable, ça tourne. Et surtout, on en fait quelque chose. Il y a trop de collectivités qui se sont lancées, qui se lancent là-dedans sans savoir ce qu'ils veulent en faire. Qui n'exploitent pas l'outil, en fait. Et en fait, nous, on pense que c'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu veux faire. Et aujourd'hui, la techno, la réactivité, la veille sanitaire sur les clapets cassés, enfin tous ces sujets qui nous occupent toute la journée, nous, on les a pris usage par usage. Les compteurs résiliés qui consomment, ça existe. Ça pourrait être un non-sens, mais ça existe. Les compteurs bloqués, les compteurs presque bloqués, tous ces sujets-là qui sont des sujets éminemment d'exploitation, de terrain, on essaie, nous, de les prendre dans l'ordre et de les valoriser. La technique n'est plus le sujet de la télérelève. Or, on l'a tous abordé sous un volet technique, ce qui était une erreur naturelle, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on revient enfin sur les usages. Il y a une seconde vague de l'intérêt de la télérelève aujourd'hui. Les gens, les collectivités, les élus ont compris à quoi ça servait. Il fallait faire des POC industriels. On y est maintenant. Et je pense que le vrai sujet démarre maintenant, en fait. Merci beaucoup, Lionel Ercolei. Merci à votre collègue Michael, c'est ça ? Dont j'ai oublié le nom, pardonnez-moi. Michael Caloustian. Voilà, merci. Merci beaucoup pour votre présentation. Et on va vous remercier par quelques applaudissements également. Vous allez donc céder la place au présentateur suivant. Je vais vous proposer dans un premier temps 3 présentations successives. J'invite par avance, je suis désolé de prendre cette casquette encore de gardien du temps et de vous mettre un peu la pression. 10 minutes par présentation maximum pour nous permettre d'échanger avec la salle. Je vous ai laissé avoir un petit peu, je vous ai donné à voir en introduction de ce sur quoi nous allons parler. Nous allons commencer par évoquer le piégeage des microdéchets dont va nous parler Delphine Aparicio, qui est chargée d'études eau et assainissement et pluvial, pardonnez-moi, à la métropole Aix-Marseille-Provence. Tout de suite après, pour vous mettre un peu l'eau à la bouche sans jeu de mots, nous parlerons d'avaloir connecté et enfin de démarches perturbateurs endocriniens sur cette séquence. Voilà, et je vous laisse vous saisir de la télécommande. Bonjour à tous. Je vais vous parler du piégeage des macrodéchets dans les réseaux pluviaux. Donc là, il y a de nombreuses raisons pour lesquelles la métropole Aix-Marseille-Provence a décidé de travailler sur ce sujet. Donc déjà, il y a la protection de la mer par la pollution plastique via les macrodéchets. Mais c'est aussi une problématique qui s'est accentuée avec l'accueil des épreuves de voile des Jeux Olympiques en 2024 qui se dérouleront sur la base nautique du Roucas Blanc à Marseille. Donc la métropole a souhaité étudier une stratégie d'interception des macrodéchets dans les réseaux pluviaux. Et donc c'est une étude, on a demandé cette étude pour qu'elle puisse répondre à 3 questions. C'est donc combien de macrodéchets je vais pouvoir piéger dans les réseaux, à quel endroit je vais devoir placer les dispositifs d'interception et comment je vais devoir dimensionner ces équipements pour qu'ils soient le plus efficaces possible. Donc la première question, c'est combien de macrodéchets à intercepter. Donc c'est le bureau d'études Suez Consulting qui a réalisé un outil d'estimation de production de macrodéchets par bassin versant. On utilise en fait des données SIG au travers d'un découpage très précis de bassin versant. C'est un outil qui contient 4 grands domaines d'apport. Donc on a la végétation, les activités d'industriels et les activités commerciales, les activités des particuliers et les fuites de points de collecte. Donc ces apports, ils sont calculés sur la base de 9 indicateurs. Ce sont des indicateurs, comme je vous le disais, qu'on récupère, donc ce sont des données publiques.
Typiquement, c'est la surface de végétation, le type de commerce, le type d'activité industrielle, le type de linéaire de voie. Donc tout ça est pondéré et on arrive à avoir des volumes. On connaît donc le volume de macrodéchets qui peut rejoindre les réseaux dans chacun des bassins versants. Donc cet aspect-là nous permet ensuite de savoir où est-ce qu'on va pouvoir placer nos dispositifs d'interception. Donc là, c'est un classement des exutoires les plus pollueurs aux moins pollueurs. Donc les 5 exutoires, donc c'est les étoiles jaunes, sont les 5 exutoires qui drainent 45% de la production de macrodéchets totale, donc comptabilisée dans l'étude. Donc on a complété ces données par une analyse multicritère, donc qui prend en compte la structure du réseau. Donc si c'est un réseau en pente avec une chute, clairement c'est très intéressant parce que si on place un dispositif d'interception, on va pas forcément toucher à la ligne d'eau à l'amont. On ne va pas augmenter la ligne d'eau à l'amont et on va éviter les débordements. On va aussi avoir des critères dans cette analyse multicritère comme l'efficacité du dispositif, l'exploitabilité, la faisabilité, l'envergure du dispositif. Donc on a étudié environ 102 zones où il était intéressant de placer un dispositif d'interception. Et donc dans ces 102 zones, on a sélectionné 15 sites qui ont fait l'objet d'une étude de faisabilité puis poussée. Donc ça répond à la question comment les intercepter. Donc l'étude comprenait également une bibliographie sur toutes les technologies d'interception de macrodéchets. Donc on s'est concentré du curatif amont au curatif réseau. Donc on va de l'avaloir à l'exutoire. Donc après c'est adapté en fonction de chaque en fonction de chaque site, on va avoir une technologie appropriée. Donc là je vous ai mis aussi un exemple d'une fiche aménagement, donc un extrait d'un plan d'implantation où on a étudié la pose de 4 filets de piégeage à macrodéchets. Donc on voit que sur des petites pluies inférieures à une pluie d'occurrence annuelle, on arrive à capter les macrodéchets. Et au-delà, on bypasse le dispositif et on s'assure de la transparence hydraulique de l'équipement dans les réseaux. Et donc je terminerai sur ça. La fiche aménagement comprend plusieurs chapitres, donc la présentation du site, le flux qu'il est capable, le flux de macrodéchets dont on pourrait donc intercepter, que l'on pourrait intercepter, pardon. On a les différents modes d'exploitation qui sont détaillés et une évaluation financière également du dispositif. Merci Delphine Aparicio. Peut-être quelques questions pour vous. Je vous invite à rester sur scène le temps d'entendre les deux présentations suivantes. Je vous propose de remettre votre masque pendant ce temps pour nous permettre d'accueillir Benoît Keplin, qui est chef de service réseau visitable à CERAM, au CERAM, au service d'assainissement Marseille Métropole, et qui va nous parler d'avaloir connecté. Bonjour à tous. Oui, donc Benoît Keplin, je travaille au CERAM et nous avons développé au CERAM, en complément de ce qu'a présenté Delphine, une solution pour limiter les déversements de déchets dans les cours d'eau marseillais et dans la mer. Donc, alors, quelques éléments de contexte. J'ai uniquement 3 slides avec des images, pas de texte. Ça a été le choix. Donc, pour un peu de contexte, au CERAM, on entretient 26 000 avaloirs et grilles sur l'ensemble du territoire marseillais. Pour cela, on fait 50 000 visites, 50 000 déplacements pour trouver et curer 25 000 avaloirs qui sont sales. Une idée a germé au sein de CERAM et Dominique Laplace, ici présent, a été un des instigateurs de cette idée. C'est d'appliquer l'IoT, l'Internet des objets, pour les réseaux d'assainissement et pour l'entretien des avaloirs.
un capteur à ultrasons, donc en haut à gauche, qui a été co-développé par Ceram Suez et la société Green Citizen, qui est une start-up marseillaise qu'a cité Lionel. Et donc, ce capteur, il est installé sous la plaque en fonte, comme vous le voyez sur la photo et ici, et il communique grâce au réseau haute fréquence et basse énergie Sigfox. Il permet de mesurer l'encrassement dans la fosse de l'avaloir, la hauteur de déchets et notamment de macro-déchets. Sur la carte, sur la droite, on a présenté l'ensemble des avaloirs donc, qui sont déjà installés donc, en vert, 2800 avaloirs qui sont instrumentés par ce type de capteur, et on va continuer à en instrumenter un peu plus de 2000 pour arriver à 5000 avaloirs équipés de ce capteur d'ici la fin 2022. Donc, vous l'aurez compris, notre objectif, c'est de réduire la pollution par les macrodéchets retenus dans les avaloirs et qui, lors des pluies, pourraient être lessivés et partir à travers les réseaux, puis pour des réseaux pluviaux directement en mer, en cours d'eau puis en mer, sur des réseaux unitaires qui pourraient nuire à nos ouvrages de réseau de type dégrillage, poste de relèvement et directement jusqu'à la station d'épuration. Donc c'est bien ce qu'on ne veut pas, c'est éviter ces avaloirs qui s'encrassent et qui pourraient générer une pollution en mer. Et là, j'ai un petit exemple d'une copie d'écran qui est visible. Par les agents sur le terrain. On a 35 agents Ceram qui sont équipés de smartphones et qui peuvent consulter ces données. Ils sont des données un peu plus simples que je vous montrerai un petit peu après. Ici, donc, on a des données sur un avaloir et un capteur qui est branché qui est installé sur un avaloir. On a ici la courbe en bleu qui est en centimètres, donc jusqu'à 24 centimètres ici l'échelle, l'encrassement de l'avaloir. On voit ici des petites barres qui tombent du ciel, la pluie, donc des épisodes pluvieux qui arrivent. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cet épisode pluvieux? Les quelques centimètres de déchets ont été lessivés, sont partis dans les réseaux, et ainsi de suite. Ici, on a environ 25 centimètres de déchets qui correspond à une centaine de litres de déchets, ou un peu plus même, sur ces 3 épisodes pluvieux. Donc c'est vraiment ce qu'on veut éviter. Ce qu'on veut éviter, c'est curer avant la pluie, que l'avaloir soit propre, et les avaloirs les plus remplis de macrodéchets soient propres avant les pluies. C'est bien ce qu'on veut éviter. Ça c'est pas ce qu'on veut voir. Mais c'était pour l'exemple. Donc sur 3 épisodes pluvieux, sur un pas de temps d'environ 3 mois, 400 litres de déchets qui sont partis dans les réseaux et qui sont partis à la mer. C'est vraiment ce qu'on veut éviter. Vous imaginez sur un avaloir ce que ça ferait sur 25 000. Alors mon dernier slide avec des captures d'écran, encore une fois, de l'outil, la plateforme qu'on a co-développé avec Green Citizen pour aider les exploitants, les agents d'entretien à faire leur travail. On a sur la gauche ou ici, pas tomber, sur cet écran, différentes couleurs. Je ne vais pas tous vous les détailler, mais en gros 3 types de couleurs. Un premier type de couleur avec les alarmes des capteurs, parce que, comme je vous l'ai dit, tous les avaloirs ne sont pas équipés de capteurs. Donc ça, c'est la première catégorie de couleurs qui sont accessibles pour les agents. Donc c'est ceux qu'on va, lorsqu'il y a une alarme sur le capteur, à partir d'un certain niveau de déchets et une sensibilité du milieu qui est plus forte si l'avaloir va à la mer par rapport à un avaloir qui va dans nos réseaux unitaires. Donc ça, c'est le premier type de couleur. Deuxième type, c'est les sollicitations clients ou les plaintes clients pour obstruction ou pour nuisance. Et troisième type, c'est notre programme préventif
ou dans le programme préventif, et là je vais pas rentrer dans le détail, mais juste vous donner quelques bribes d'informations. On a référencé de manière très fine, on a vraiment amélioré la qualité de l'information du SIG sur chacun des 25 000 avaloirs pour comprendre comment l'avaloir, qui n'est pas équipé en l'occurrence, va réagir en fonction de son environnement, c'est-à-dire s'il est proche de marchés, s'il est proche de poubelles, s'il est proche d'arbres, et optimiser le programme préventif de curage de cet avaloir. On a aussi, sur chaque avaloir, toutes ces dimensions, ces caractéristiques physiques de dimension, de type la profondeur de sa fosse. Un avaloir de 2 mètres, eh bien, on va évidemment prévoir de directement dispatcher une aspiratrice de grande capacité qui va pouvoir aspirer les déchets à une profondeur de 2 mètres. Et sur la droite, la dernière copie d'écran que je voulais présenter, c'est très opérationnel, c'est très concret ce que je voulais vous présenter, c'est pour vous montrer que notre cahier des charges et ce qu'on a construit avec Green Citizen et puis avec la DSI du groupe Suez, c'est un outil qui puisse permettre en moins de 20 secondes pour l'agent de terrain de cliquer sur son avaloir et de cliquer sur ce qu'il a fait. Donc là, on a mis des tags. On fait un dégrillage manuel, on va juste dégriller une grille pour la nettoyer rapidement, ou on fait un curage manuel, il n'y a pas de curage par aspiratrice ici, mais vraiment c'est en quelques secondes, il va pouvoir faire un rapport d'intervention par ouvrage, sur chacun des 25 000 ouvrages. Voilà. Merci, Monsieur Keplin. Vous m'avez surpris dans la fin de votre intervention. Vous pouvez laisser les visuels devant vous, bien sûr. Je vous invite à rester encore quelques minutes avec nous. Vous serez 4 au total sur cette scène pour pouvoir répondre à différentes questions, sans préjuger de l'intérêt pour tel ou tel sujet. Donc merci de bien vouloir rester, en tout cas, pour ce faire. Je vous propose d'entendre, donc, comme annoncé, donc la prochaine présentation qui concerne une démarche perturbateur endocrinien qui nous est présenté par Thibaut Guigonetto, qui est chargé d'études eau, assainissement et pluvial à la métropole Aix-Marseille, collègue de Madame Aparicio. Et je vous annonce d'ores et déjà la 4e et dernière intervention qui concernera la maîtrise, le contrôle des odeurs à travers le déploiement de stations d'injection de réactifs qui inhibent la production de H2S, notamment dans les réseaux de la métropole. Je vous présenterai les intervenants pour ce sujet dans un instant, mais je vous laisse nous faire votre propre présentation, Monsieur Guigonetto. Je vais vous présenter le sujet de lutte contre les perturbateurs endocriniens dans l'eau. Alors, il faut savoir que ce sujet il a été impulsé par un comité scientifique qui est organisé par la métropole et qui a pour but de traiter des sujets innovants. Et donc, pour ce premier comité scientifique, c'est ce thème des perturbateurs endocriniens dans l'eau qui a été retenu. Alors pour commencer, il faut décrire ce qu'est un perturbateur endocrinien. Donc c'est une substance qui va altérer le fonctionnement du système endocrinien et provoquer des effets néfastes sur un organisme ou sur sa progéniture. Alors ce sont des substances que l'on retrouve dans toutes les familles de molécules. Donc ici j'ai mis quelques exemples. Donc les cosmétiques, les résidus médicamenteux, les pesticides et donc dans les autres familles. Et un des exemples les plus célèbres que l'on peut citer, c'est le bisphénol A. Alors pourquoi ce sujet en particulier? Parce que les perturbateurs endocriniens ont un mode d'action qui est différent des autres micropolluants, dans le sens où ils ont un effet cocktail, c'est-à-dire que la présence simultanée de molécules va décupler les effets individuels de chacune, et de plus, on a une non-linéarité entre la dose et la réponse, c'est-à-dire que pour un polluant classique, pour des faibles concentrations, on va avoir des réponses faibles d'un organisme, et à forte concentration, des réponses fortes. Ce n'est pas le cas ici, on peut avoir des réponses fortes, même à des concentrations très faibles. De plus, il n'y a pas de liste officielle qui regrouperait tous les perturbateurs endocriniens, bien qu'actuellement il y ait des travaux qui soient menés en ce sens. Et enfin, dans l'eau, il n'y a pas de réglementation pour les limiter, où on raisonnerait par effet, c'est-à-dire prendre en compte cet effet cocktail. Il y a pour quelques substances des limites de quantification imposées, mais jamais donc de prise en compte de la globalité de l'effet. Alors, le comité scientifique et la métropole a divisé sa démarche en 3 phases. La première a été de faire l'état des lieux, donc en reprenant des données bibliographiques, des données d'autosurveillance, d'essayer de voir la situation actuelle. Et donc, il a été conclu que la ressource en eau était relativement préservée de ces perturbateurs endocriniens. Par contre, il a été retrouvé des traces dans le réseau d'assainissement
Et d'autre part, nous avons aussi constaté qu'il y avait un déficit de données dans le domaine de l'assainissement par rapport aux eaux destinées à la consommation humaine. Et donc, il a été fait le choix de se concentrer sur la partie assainissement. Donc, actuellement, nous en sommes dans la phase analyse, qui est prévue pour une durée de 2 ans. Nous finalisons le cahier des charges. Et l'objectif ici, ça va être donc de quantifier cet effet de perturbation endocrinienne, mais aussi d'identifier et de quantifier les molécules qui en sont responsables, avec pour finalité donc, de faire des plans d'action permettant de les réduire. Et ces plans d'action passeront par une phase d'interprétation des résultats qui permettront donc de hiérarchiser les molécules, les substances responsables des effets de perturbation endocrinienne, mais aussi de déterminer les lieux d'émission majoritaires, que ce soit des sources d'émission ponctuelles, donc des entreprises, des usines, ou diffuses par la population, et enfin d'évaluer aussi l'efficacité des systèmes de traitement déjà en place sur les steppes par rapport aux perturbateurs endocriniens. Alors, je vous ai dit que la démarche était sur 2 ans. Il a été décidé de séparer les 2 années sur l'organisation, avec une première année où un plus grand nombre de sites sera retenu pour les prélèvements, mais où moins d'analyses seront faites. Et donc, nous pouvons retrouver 3 principaux types de points de prélèvement, avec les stations d'épuration où nous avons retenu celle de La Ciotat, celle de Marignane et celle de Géolide de Marseille, qui reçoit les effluents de 17 autres communes. Il y a aussi des points sur le réseau d'assainissement, avec ici pour objectif de faciliter l'identification des sources d'émissions majeures. Ce sont les étoiles violettes. Et enfin, des points sur le milieu naturel des cours d'eau, avec l'Uvonne, les Égalades et le Jarret. Ici, c'était une carte prévisionnelle de la première année, et ça servira à faire une cartographie des effets principaux pour identifier les points de prélèvement lors de la 2e année. Alors, je vous ai dit que lors de la première année, nous faisons moins d'analyses. Donc, les analyses comprendront des analyses très générales avec pH, température, conductivité, etc. Et des bioessais, donc qui sont des tests menés sur des cellules, des tissus ou des animaux, et qui vont permettre de mesurer une réponse biologique, qu'elle soit quantitative ou qualitative. Et donc, ça va être le moyen de prendre en compte l'effet cocktail et la non-linéarité dose-réponse des perturbateurs endocriniens, ce qui ne serait pas possible avec des autres analyses plus classiques. Donc ça, c'est vraiment pour faire la cartographie, mesurer les effets réels d'un effluent. Mais il faut savoir que cette technique, elle a le désavantage de ne pas permettre d'identifier les molécules qui sont responsables de cette activité. On va mesurer l'activité, mais on ne saura pas qu'est-ce qui en est responsable. Donc, pour la 2e année, pour pallier ce problème, sur un nombre restreint de sites, nous allons ajouter des analyses ciblées, donc les analyses chimiques classiques qui vont permettre de quantifier et identifier des molécules. Et enfin, sur un nombre encore plus restreint de sites, nous allons aussi utiliser une technique innovante qui sont les analyses non ciblées. Ce sont toutes les techniques en fait, qui vont permettre de mesurer de détecter un grand nombre de substances sans avoir à utiliser un étalon de référence. Alors nous avons choisi de faire la méthode dite du screening non ciblé qui associe une base de données en plus de cette détection de grand nombre de composés et qui va tenter pour chaque signal d'associer une substance présente dans la base de données à ce audit signal. Alors, comme je dis, c'est une tentative, donc il y a plusieurs niveaux d'identification possibles, avec le niveau le plus bas qui correspond au niveau 5, où nous allons juste retrouver la masse exacte du composé. Donc là, nous avons tout un panel possible de molécules, jusqu'au niveau 1, où c'est la structure confirmée par un étalon de référence. Donc là, nous en revenons à des analyses chimiques ciblées classiques. Et le niveau le plus haut que l'on peut espérer obtenir avec ces analyses non ciblées, ça va être le niveau 2, où nous allons avoir une structure probable. À savoir en plus que cette technique, les résultats sont numériques, c'est-à-dire qu'à l'avenir, si la méthode se développe, que la base de données se développe, nous allons pouvoir revenir sur nos résultats pour affiner et essayer de passer d'un niveau 5, 4 à un niveau 2. Voilà, par contre, nous ne pourrons pas refaire les analyses avec un étalon, sauf conservation de l'échantillon. Voilà, donc nous avons décidé d'associer ces 3 méthodes, car en les prenant individuellement, nous pouvons avoir un aspect sur les perturbateurs endocriniens, enfin un aspect particulier, donc que ce soit l'effet ou les molécules responsables, mais ça ne serait pas possible avec juste une technique, d'où l'intérêt d'associer les 3, en prenant la partie aussi innovation avec ces screenings non ciblés qui est encore en cours de développement. Merci beaucoup, Monsieur Guigonetto, pour cette présentation très claire et très synthétique également. Comme convenu, je vous propose d'entendre ensemble, de découvrir la 4e et dernière présentation pour cette séquence, qui nous est proposée par Dominique Laplace, directeur innovation au CERAM, et Philippe Robert, chef de service études générales au sein du territoire Aix-Marseille-Provence Métropole.
Merci messieurs, je vais vous proposer de prendre place de l'autre côté si vous le voulez bien et prendre les micros qui sont sur les fauteuils. Je vous laisse nous faire part de votre présentation à l'issue de laquelle j'inviterai les participants présents dans la salle à vous poser d'éventuelles questions. Bonjour. C'est le micro 3. On m'entend? Bonjour. Donc, l'une des thématiques récurrentes et avec un degré croissant concernant les réseaux d'assainissement, l'assainissement, c'est la problématique des odeurs qui a accru sur Marseille en raison de la présence d'un réseau unitaire en centre-ville. Sur ces thématiques, le caractère croissant de cette thématique a été relevé, d'une part par l'augmentation du nombre de plaintes qui a été multiplié par 2 en 20 ans, et d'autre part par des mesures sur des capteurs de nos installations qui ont montré l'accroissement des taux d'H2S. Là, en termes d'enjeux, ça pointe sur trois thèmes. On a en premier la pérennité des ouvrages, puisque les substances odoriférantes, en particulier le H2S, sont susceptibles de générer de l'acide sulfurique et donc de dégrader les ouvrages, les installations, notamment les équipements électromécaniques. Ensuite, ça représente des odeurs, donc ça génère une nuisance pour le cadre de vie des Marseillais. Et enfin, et surtout, le H2S, et en particulier, est un gaz toxique qui met en danger la vie et la santé des exploitants. Là-dessus, nous sommes allés vers une identification des causes de l'augmentation de la concentration en composés odoriférants. On a eu en premier lieu l'augmentation de la concentration des effluents qui sont véhiculés dans les réseaux, une stagnation de ces effluents, une augmentation des températures liées en particulier au changement climatique et la diminution surtout de l'oxygène disponible. La génération d'odeurs de composés odoriférants H2S en particulier est liée au fait que les bactéries vont aller chercher dans les molécules soufrées, en particulier l'oxygène dont elles ont besoin. Les causes d'aggravation, en plus du changement climatique, sont la démarche virtueuse que nous avons engagée sur les réseaux, c'est-à-dire les démarches d'économie d'eau, inciter les gens à consommer moins d'eau, à rejeter moins d'eau. La démarche également de gestion patrimoniale avec la lutte contre les entrées d'eau claire parasites dans les réseaux. Là-dessus, une fois que ce diagnostic est réalisé, nous avons 2 démarches pour lesquelles je laisserai la parole à Dominique Laplace, qui vont être une caractérisation du phénomène, comment se génèrent les odeurs, les localisations, et les tests de différentes solutions, c'est-à-dire de redonner de l'oxygène, diminuer la stagnation des effluents. Et voilà. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche, super. Effectivement, notre démarche, ça a été une démarche de total partenariat avec la collectivité, avec la métropole, qui a consisté tout d'abord à aller faire une cartographie des odeurs sur Marseille, des odeurs bien entendu liées à l'assainissement. Et lorsqu'on a fait cette cartographie que l'on voit sur la diapositive en haut à droite, on s'est rendu compte que les points bleus, qui correspondent aux points d'émanation d'odeurs, qui sont d'autant plus gros que les odeurs sont présentes, sont superposés avec la présence du réseau d'assainissement unitaire à Marseille. Alors on va aller sur la diapo maintenant qui est complètement sur la gauche. Réseau unitaire, c'est-à-dire que dans les mêmes tuyaux vont couler les eaux usées ainsi que les eaux de pluie. Et les eaux usées, bien entendu, ça ne sent pas très bon. Et ces réseaux d'assainissement peuvent respirer en quelque sorte par l'intermédiaire des avaloirs, qui sont ces pièces de vorée qui permettent d'absorber les eaux de pluie. Et donc si les eaux de pluie passent dans un sens, par temps sec, les odeurs peuvent passer dans l'autre sens. Et on va vous montrer l'image du centre, qui est plutôt amusante. On se rend compte que dans les années, il y a 80 ans de ça, on avait des gens de la CERAM de l'époque qui mettaient du sambon, comme on dit, dans les avaloirs pour lutter contre ces mauvaises odeurs. Alors aujourd'hui, on a bien entendu d'autres approches et on a voulu aller vraiment s'attaquer au fond du problème.
Donc, après avoir fait cette cartographie, on a fait une modélisation de la production des odeurs sur le réseau. Et puis, on a recherché, alors chez nos collègues, dans le groupe en particulier, quels étaient les produits qui permettent le mieux de lutter contre cette formation d'odeur, quelque chose qui structurellement, qui nous permet sur le fond du problème, agir sur le fait que eh bien, les bactéries sulfato-réductrices ne vont pas consommer l'oxygène des sulfates pour les transformer en sulfure, puis ensuite en hydrogène sulfuré. Et le produit que l'on voulait utiliser aussi devait être un produit tout à fait neutre, propre, inodore, qui ne pose pas de problème vis-à-vis de dangerosité vis-à-vis du personnel ni de l'environnement. Donc le cahier des charges était quand même assez précis là-dessus. Et donc ce produit-là, il existe, c'est le nitrate de calcium que nous avons utilisé. Alors d'abord dans le cadre de ce qu'on appelle un POC, hein, une preuve de concept. Et puis ensuite, comme le disait Philippe, déploiement d'un système d'injection dans le réseau unitaire. Merci Dominique. Donc, à la suite de toute cette démarche réalisée en coopération avec notre exploitant, nous avons engagé un projet de déploiement d'un ensemble de dispositifs d'injection de nitrate de calcium sur le réseau. Donc, la localisation de ces points s'appuie sur la modélisation qui a été réalisée avec l'idée d'injecter donc le nitrate de calcium en amont des points de génération d'odeur de façon à ce que les bactéries disposent d'une autre source d'oxygène que celle des composés soufrés. Donc là-dessus, on a identifié 20 points d'injection stratégiques sur le réseau, principalement sur le réseau unitaire de Marseille. Ce qui a représenté un investissement de 1,3 million d'euros. Les travaux sont toujours en cours. On devrait les achever en février 2022 et donc confier la main à notre exploitant là-dessus. Là-dessus, on a, voilà, ce sont les principaux points d'installation de dispositifs d'injection de nitrate de calcium, avec donc des dispositifs à ciel ouvert, entre guillemets, en surface plutôt, lorsque c'est possible. On a les dispositifs de cuve qui sont dans des installations plus facilement accessibles et alimentables. Lorsque ce n'est pas possible, on crée des installations en sous-sol qui vont elles-mêmes injecter, mais qui vont être réalimentées en nitrate de calcium de façon un peu plus compliquée, mais bon, ça génère. Et voilà, donc ce sont les principaux sites d'injection. Alors, toujours dans l'innovation, on s'est dit mettre des systèmes pour lutter contre les odeurs, c'est bien. Encore faut-il être capable d'identifier et de caractériser si oui ou non on est efficace. Pour cela, on a travaillé toujours avec une start-up marseillaise qui s'appelle le Green Citizen, qui ont développé un capteur très particulier qui permet de mesurer des traces d'H2S, la partie par billion. Ça a la sensibilité du nez humain. Et avec la métropole, nous avons déployé 24 capteurs comme ça dans le centre-ville de Marseille. Donc ce sont les points jaunes que vous voyez sur la carto de droite. Il y a 24 capteurs qui ont été mis en place l'année dernière, en 2020, de façon à pouvoir faire, dans un premier temps, un état zéro. Et puis, ils ont fonctionné encore cette année, ce qui nous a permis de confirmer l'état zéro. Et à partir du moment où on va mettre en place ces injections de nitrate de calcium dans le réseau, on va pouvoir, d'une part, évaluer l'efficacité, ce qui est très important, et d'autre part, régler au mieux les injections de ce produit que nous allons injecter, parce que ce produit a bien entendu un coût. Voilà, donc c'est une démarche innovante, je dirais, dans la mise en œuvre de ce produit nitrate de calcium au niveau d'un réseau d'assainissement. C'est une première. Il n'y a pas d'autres villes en France qui fassent ça à cette échelle. Et deuxième démarche d'innovation, c'est le fait d'avoir des capteurs qui nous permettent de contrôler et de maîtriser exactement ce que l'on va faire.
Voilà, et je tiens vraiment à remercier la métropole pour ce travail que nous avons réussi à faire ensemble. Et tout comme le disait Lionel, c'est également vous remercier de nous avoir permis de nous exprimer également ici aujourd'hui ensemble à cette tribune. Ben, merci à vous. On vous applaudit également, comme pour les autres intervenants. Merci beaucoup, Monsieur Laplace, Monsieur Robert. Vous avez déjà en partie satisfait une partie de notre curiosité, puisque vous avez répondu par avance à quelques questions que je me posais en vous écoutant. Par exemple, le fait que les capteurs aient la même sensibilité que le nez humain, par exemple. Voilà, quelque chose de cohérent. On comprend très très bien la démarche. Alors j'imagine qu'il y a des chimistes dans la salle qui ont déjà répondu à la question super banco. Je me posais la question de savoir quelle était la résultante chimique du nitrate de calcium et de l'H2S. Qu'est-ce que ça produit comme type de métabolite? J'imagine que c'est sans incidence, je suppose, puisque c'est le but de la manœuvre, si je puis dire. En fait, on met des nitrates qui vont se transformer en nitrites, et les mêmes nitrites vont se transformer en azote. D'accord. Donc c'est un gaz, l'azote, que tout le monde L'azote de l'air. Oui. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas de sous-produit dangereux, si vous voulez. Oui, très bien. Non, mais ça a été vraiment notre choix en commun de trouver le produit qui soit neutre vis-à-vis de l'environnement. Très bien. On fournit de l'oxygène sous la forme des nitrates aux bactéries pour qu'elles ne consomment pas l'oxygène qui est dans les sulfures. Du coup, il n'y a pas de production de sulfure et ce n'est pas un réactif qu'on ajoute qui viendrait piéger les sulfures. Très bien. Merci beaucoup pour cette démonstration qui est parfaite. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est passé de l'époque du sambon à l'époque de la neutralisation, quoi, en quelque sorte. C'est quelque chose de plus technique et d'encore plus efficace. Je me tourne vers la salle pour leur donner priorité à nos participantes et participants qui souhaiteraient vous interroger directement. Vous avez un micro pour ce faire, avec notre hôtesse Bérac qui va vous l'amener et qui s'occupe très bien de l'aspect sanitaire des choses, comme vous le voyez, pour votre sécurité. Pas de questions particulières. Je me demandais, Monsieur Guigonetto, j'avais encore une question personnelle pour vous concernant le choix des substances. Parce que quelque part, bon, sans nous faire peur, mais vous avez dit qu'effectivement, il y a un catalogue aujourd'hui qui est de plus en plus conséquent, j'imagine, de perturbateurs endocriniens, même s'ils sont l'objet de beaucoup d'attention aujourd'hui. Ils sont très nombreux et on voit bien, ils se situent, vous avez parlé du BPA tout à l'heure, le bisphénol, c'est pas que dans l'alimentation, il y a les cosmétiques, il y a les médicaments, etc. etc. Comment définissez-vous la liste des substances qui vous intéressent? Parce que j'imagine que vous êtes obligé de vous concentrer sur certaines d'entre elles. Allez-y, allez-y. Oui, nous avons pris en fait des données bibliographiques sur les micropolluants en général. Nous avons repéré les substances que l'on retrouvait le plus en fréquence et en concentration. Et parmi celles-ci, nous avons retenu celles qui avaient un effet perturbateur endocrinien suspecté. Et comme ça ne couvrait pas tous les domaines, en particulier les résidus médicamenteux et surtout les cosmétiques où il y avait peu d'études, nous avons aussi fait une étude bibliographique avec le règlement REACH européen, où nous avons récupéré les tonnages en fait, produits pour chaque substance. Nous avons sélectionné les tonnages les plus importants et les substances les plus utilisées en cosmétique. Et de là, nous avons encore fait un tri pour sélectionner uniquement celles qui avaient un effet de perturbation endocrinienne suspectée, pour arriver à une liste réduite, mais avec quand même toutes les familles, enfin, le plus possible de familles de composés représentées, et en particulier celles que l'on retrouve le plus dans l'industrie et dans la vie de tous les jours. Concernant les effets cocktails dont vous avez parlé, il y a certains qui sont déjà connus, que vous identifiez bien, qui sont particulièrement recherchés, en tout cas des substances qui contribuent à un effet cocktail particulièrement dangereux, par exemple. Alors, je n'en ai pas le nom, mais oui, on trouve pour certaines substances des études qui prouvent que la combinaison de 2 ou 3 molécules vont donner un effet cocktail. Mais après, c'est compliqué parce qu'il faudrait imaginer pour toutes les combinaisons de molécules possibles des études. Donc, c'est vraiment pour un nombre réduit de substances qu'on a documenté cet effet cocktail. Mais c'est déjà le cas. Merci beaucoup pour ces réponses. J'espère qu'elles auront peut-être enrichi un peu plus vos connaissances aux uns et aux autres sur ce sujet qui effectivement, attisait ma curiosité, comme je vous le disais tout à l'heure. Pas d'autres questions de la salle. Je vous en prie, il y a une question. Monsieur, je vous en prie, je vous laisse vous présenter pour qu'on puisse vous situer, nous faire part de votre question et à qui elle s'adresse. Bonjour, Pascal Suzoni, bureau d'études hydrociales. Je voulais savoir si vous aviez des notions de quantité au niveau des macrodéchets, en volume, en poids. Voilà. Est-ce que vous avez des données là-dessus sur ce qui est récupéré? Et après, est-ce qu'ils sont valorisés? Ils sont valorisés derrière. Merci. Madame Aparicio, allez-y.
Ben oui, micro 4, s'il vous plaît. Donc, Merci. la valeur que je vais pouvoir vous communiquer, c'est donc 24 mètres cubes par jour de macrodéchets qui transitent dans les réseaux. Donc ça, c'est une donnée que nous a donnée l'outil qui a été construit là, dans le cadre de l'étude. Peut-être préciser un petit peu plus la question. Est-ce que vous voulez savoir le poids sur des endroits précis ou Un volume global. Oui, c'est ça. Le volume global, c'est ça. C'est ce que vous sortez du réseau, en fait. C'est une estimation que nous donne l'outil. Donc, dans la manière où il a été construit, il y a quand même beaucoup d'hypothèses. Donc après, c'est la mise en place de dispositifs d'interception où on aura un suivi, où on va pouvoir réintégrer ces valeurs-là opérationnelles, de terrain plutôt, dans l'outil. Mais effectivement, là, l'ordre de grandeur que l'on a, c'est 24 mètres cubes jour sur l'ensemble donc du périmètre de l'étude. C'est essentiellement la frange littorale de la commune de Marseille. Et ça, c'est pas ce que vous allez récupérer. C'est le volume théorique actuel. C'est ça, exactement. Oui, c'est ça, ouais. De déchets anthropiques. Donc, c'est hors végétation. Merci Madame Aparicio pour cette réponse. Je me posais la question justement, Monsieur Keplin, si vous voulez bien prendre le micro qui est devant vous, comme ça vous avez chacun le vôtre. Je me disais, dans votre présentation, il y a une partie investissement, il y a les capteurs à ultrasons, il y a l'application, la mise en place de l'application. Et puis, j'imagine, il y a du fonctionnement derrière. Il y a le nettoyage, il y a le curage, il y a le dégrillage, etc. Ça a été estimé, ça aussi, puisque c'est en lien avec les volumes dont nous venons de parler. Je ne sais pas ce que ça représente, en fait. Alors, déjà, en termes de volume, en estimatif, on est de l'ordre de 500 à vraiment, c'est des estimations. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres qui sont donnés par les capteurs de 500 à 1000 mètres cubes qui sont sortis par curage des avaloirs par an. Après, sur l'activité d'entretien des avaloirs, c'est environ 35 personnes. Et donc, on a fait effectivement des investissements en propre sur ces capteurs, sur cette plateforme, qui sont rentabilisés grâce à des déplacements improductifs, notamment, qui sont diminués. Parce que lorsqu'on se déplace, on va trouver un avaloir sale. Et par exemple, il faut donner une illustration de ça. Auparavant, on faisait 50 000 visites, donc 50 000 déplacements pour voir si l'avaloir était sale, et 25 000 curages le cas échéant. Donc un taux de curage de 50%. Aujourd'hui, on est déjà, grâce à la plateforme, à un taux de curage de l'ordre de 80 à 90%. Oui, vous êtes plus proche des 25 000 visites finalement, puisque c'est ce vers quoi vous tendez finalement. Tout à fait. Il y a visite quand il y a le curage nécessaire. Et puis aussi, vraiment, la tendance d'après, c'est de faire en sorte que chaque visite et curage va permettre de curer un volume de déchets plus important. Parce que curer 20 litres de 3 canettes dans un avaloir, le déplacement est moins efficace que donc là aussi, curer 100 litres. Une optimisation du déplacement. Merci beaucoup pour cette précision. Monsieur, vous avez levé la main, je vous laisse vous présenter également, nous faire part de votre question. Pascal Deson, je suis directeur assainissement et pluvial à la métropole. C'est pas une question, simplement je voulais compléter la réponse par rapport au volume, la question sur les volumes. Ouais. Et c'est tout l'intérêt de la méthode qui a été mise en place par le bureau d'études et par nos équipes à la métropole, c'est qu'on n'avait pas de valeur Vous n'aviez pas de repère. Il n'y avait pas d'estimation de volume qui soit fiable. Donc c'est tout l'intérêt d'avoir développé une méthodologie un petit peu théorique qu'on a pu néanmoins recaler sur un certain point où on connaissait particulièrement les flux de macrodéchets. Mais l'intérêt de la partie innovante, c'est pas seulement les équipements qu'on pourrait mettre derrière, mais c'est aussi la méthodologie d'estimation justement de ces volumes et la qualité de ces volumes en fonction des surfaces, des bassins versants qui vont être drainés. Vous avez des données beaucoup plus fines aujourd'hui. On espère à l'avenir. Là, on est au tout début, mais si on arrive à déployer donc un certain nombre de systèmes, on verra si on recoupe ce qui a été estimé de manière théorique en préalable et s'améliorer sur ce point-là. Merci beaucoup pour cette précision. Plutôt qu'une question, alors une dernière intervention peut-être. Monsieur, on va vous passer le micro tout de suite. Je vous laisse, comme vous l'avez compris, vous présenter, nous dire qui vous êtes pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, même si vous avez des collègues dans la salle, comme il semble y en avoir quelques-uns pour les uns ou les autres, et puis nous faire part de votre question. Oui, bonjour, Mohamed Boumadi, CD Technologies, éditeur de logiciel.
J'avais une question à poser à M. Parlin. Oui, c'est ça. Monsieur Keplin Monsieur Keplin, ici à Oui, l'extrême Keplin, gauche sur la pardon. scène pour vous, oui. C'est en fait le paramètre événement pluvieux, comment il intervient dans votre process. Est-ce que c'est l'application directe qu'il prend en compte? Parce que j'imagine qu'on s'active pour intervenir juste avant l'événement pluvieux, en prenant en compte bien sûr l'aspect quantité de déchets. Est-ce que c'est intervention humaine ou c'est automatisé avec l'application? Donc sur les 2800 capteurs qu'on a installés qui sont opérationnels, il y a donc un certain nombre d'alarmes en fonction d'un seuil de déchets qu'on a défini et qu'on a défini de manière assez standard à la moitié de l'évacuation de l'exutoire. Sur vos 24 cm qu'on a vu voilà, tout à l'heure, par exemple, pour un modèle standard. Exactement, mais après, il peut y avoir différents types d'avaloirs, donc la valeur en centimètres n'est pas exactement la même. Donc ces alarmes, et en moyenne, sur les derniers mois, on a une petite dizaine d'alarmes qui apparaissent par jour. Donc on imagine sur une semaine 70 alarmes pour uniquement 2800 capteurs. Donc en fait, ces alarmes, on les traite au fur et à mesure. Et lorsqu'il y a une pluie qui est annoncée, dans les 48 heures avant la pluie, là on va réagir et on va envoyer les équipes là où il y a le plus de volume de déchets. Pas forcément sur toutes les alarmes, parce que les fosses sont tous de dimensions différentes et correspondent à un volume de déchets qui est différent. Mais on va optimiser l'utilisation de nos ressources, qui sont limitées, 35 personnes, pour pouvoir aller là où il y a le plus de déchets en volume. J'imagine, on a vu vos captures d'écran tout à l'heure, vous avez mis peut-être des codes couleurs ou des choses comme ça qui vous permettent de gérer ça plus finement là aussi. Merci monsieur pour cette question. Je vous en prie, monsieur Laplace. Oui, je voudrais juste rajouter un élément, c'est que tous ces capteurs, ça produit de la donnée, beaucoup de données. Alors il y a une façon assez triviale de l'utiliser, c'est de mettre des couleurs et puis aller quand il faut curer. Et puis sachez également qu'on a mis un data scientist, un doctorant qui est de l'école centrale de Marseille et qui travaille sur l'exploitation de toutes ces données et qui demain nous permettra d'avoir des modélisations et de faire du curage prédictif. Voilà, donc toutes ces données, lorsqu'on a des capteurs, c'est la même chose en eau potable, on produit de la donnée, il faut savoir quoi en faire. Et savoir quoi en faire, c'est avoir des gens dont c'est le métier de savoir faire parler la donnée, et pour nous, en tant qu'exploitants, de l'utiliser au mieux possible. Ce qui est très complémentaire du vœu de M. Ercolei tout à l'heure, qui disait qu'il faut d'abord savoir ce qu'on cherche pour commencer à investir. Et là aussi, c'est complémentaire. Il s'agit d'exploiter au mieux les données qui sont disponibles, puisqu'elles sont de plus en plus massives à votre disposition, j'imagine. Merci beaucoup pour ces précisions avec ces sujets un peu techniques. J'imagine que vous avez toutes et tous un certain intérêt pour l'un ou l'autre de ces sujets, voire pour l'ensemble de ce que nous avons entendu. Merci beaucoup, et je voudrais, à titre personnel, en tant que facilitateur de ce genre de débat et de présentation, vous féliciter, vous remercier pour la clarté de vos diaporamas qui étaient très riches en images, très pauvres en texte, et c'est toujours beaucoup plus agréable pour les participants et les spectateurs que nous sommes. Merci beaucoup, je pense qu'on peut applaudir encore nos intervenants. Je voudrais juste vous informer avant de nous séparer qu'une prochaine conférence aura lieu dès demain matin à 9h30 qui sera consacrée à la désimperméabilisation, et en particulier nous commencerons par la désimperméabilisation des cours d'école avec un retour d'expérience particulièrement intéressant sur le sujet.